Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers captivant de Jugurtha Talks. Ici, nous explorons les récits fascinants des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Je vous invite chaque mois à rencontrer des invités extraordinaires, universitaires, entrepreneurs, sportifs, artistes. Leurs récits reflètent la diversité et la richesse de ce pays qu'est la France. Jugurtha Talks, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une invitation à découvrir des histoires méconnues, à sentir la passion de ses invités et à y trouver votre inspiration. Vous découvrirez des hommes et des femmes qui sculptent le destin de la France, souvent dans l'ombre, mais il est temps que ça change. Mon but ultime est de vous motiver, de vous encourager à croire en vous et en vos rêves et en vos capacités uniques, peu importe d'où vous venez. Ensemble, nous bâtissons la vision d'une France 2.0, une France unie et forte. Prêt à plonger ? Abonnez-vous, écoutez et laissez-vous emporter par ces récits puissants. Et si vous êtes aussi passionné que nous, ne manquez pas de nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aujourd'hui, dans Jugurtha Talks, je reçois un jeune homme téméraire et plein d'initiatives. Alors qu'il venait de souffler ses 28 bougies, il cofonde avec son acolyte Antoine une association qui forme les citoyens français à l'engagement politique. Et ce, suite à un échec électoral qu'il venait d'essuyer, mais non sans en tirer une leçon. Persuasif, combatif et surtout audacieux, il n'a pas hésité alors qu'il débutait à contacter de but en blanc d'anciens ministres, des députés et des journalistes de renom afin qu'ils viennent former les jeunes à l'engagement politique dans son association. Mon invité de ce mois est Jasser Gebabli, cofondateur d'Open Politics. Ce franco-tunisien de 30 ans cherche à réécrire les règles du jeu de la politique française à son échelle, mais non sans impact, car tout juste 2 ans après le lancement d'Open Politics, pas moins de 200 citoyennes et citoyens ont déjà été formés dans ces murs. Dans ce 8e épisode, Jasser se livre au micro de Jugurtha Talks et raconte comment les incidents régionalistes vécus dans son enfance tunisienne ont planté en lui la graine de l'engagement politique. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans le passé, le futur et le présent de Jasser. Jasser Gebabli, bonjour. Bonjour Ahmed et merci pour cette invitation. Bienvenue à Jugurtha Talks. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative qui se différencie de plein d'autres et qui a une valeur ajoutée énorme pour moi et on en parle par la suite. Ça marche, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent ? Alors je m'appelle Jasser Gebabli, j'ai 30 ans, je suis né au Kef en Tunisie, j'ai vécu à Nebel, j'ai vécu un petit peu à la Marsa parce que j'ai fait ma prépa et après je suis arrivé en France en 2013 pour finir mes études d'ingénieur pour que je devienne aujourd'hui manager consultant en énergie et utilities dans un cabinet de consulting en stratégie. Et en parallèle de tout ça, je suis très engagé dans la société civile. J'ai une grande association qui s'appelle maintenant Open Politics, qui est une école de formation à l'engagement politique. Et en parallèle de tout ça, je suis senior advisor climat et jeunesse auprès de l'envoyé spécial à la jeunesse aux Nations Unies. Excellent. Écoute, je vais revenir sur ton parcours parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais je voudrais revenir plus ou moins au début. Donc, tu es né au Kef, en Tunisie, et tu y as grandi ? Je suis né au Kef et je suis originaire de la ville de Tajrouine. C'est une petite ville Oui. au Kef. D'ailleurs, elle n'est pas loin de Table Jugurtha Oui, qui est à Palatsnen. exactement. D'où le nom du de podcast. ce talk. Oui. Donc, je suis né au Kef, j'ai vécu à Tajourine pendant 8 ans à peu près. Et après, on a déménagé à Nabeul pour des raisons socio-économiques. J'ai vécu à Nabeul jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai fait toutes mes études de base, collège et après au lycée à Nabeul, dans une école publique. Et après, j'ai intégré une prépa à la Marsa. Voilà. Ça ressemble à quoi à grandir à Nabeul les années 90-2000 ? Plutôt les années 2000. Les années 90, je les ai vécues plutôt au Kef et c'était très bien. À Nabeul, c'était un peu bizarre, différent. Je garde pas forcément de très beaux souvenirs personnellement. Ah bon ? Tu peux développer ? Ouais. Je pense que je suis arrivé à un moment où il y avait un sentiment de régionalisme pour tous ceux qui venaient des régions de l'intérieur, comme on l'appelle en Tunisie. Oui. Donc ce n'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi et après on peut le comparer à mon expérience en France, mais en étant un enfant jeune de 8-9 ans, ne pas être accepté dans une école ou C'est difficile. se mettre du coup derrière dans une classe et ne pas être considéré
égal aux autres par des profs ou par des maîtres et des maîtresses dans une école publique. C'est quand même pas normal, sachant qu'on parle d'un seul pays. Donc ça posait problème. Donc c'est pour ça que je garde pas forcément des beaux souvenirs, mais c'est une très belle ville. J'ai vécu précisément à Benichiar, Mhm. qui est une petite ville à côté de Nabeul. C'est une très belle ville. Il y a de belles plages, j'imagine, Il y a de là-bas. belles plages, Oui, effectivement, même si je suis plus montagne que plage. ok. Je garde des bons souvenirs, mais de bons souvenirs de la ville, mais pas forcément de la vie dans cette ville-là. Voilà. Peut-être que la graine a été plantée, pourquoi tu t'es politisé, mais on reviendra Peut-être. après. Est-ce que tu peux me décrire Jasser adolescent? Agité, Ok, avec beaucoup d'idées, sans pouvoir les concrétiser. entendu. Voilà. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur et un frère. Et je Mhm. suis le plus jeune de la famille. Ok, donc tout le Benjamin, le petit de la famille. Exactement. Quel était ou quel est le métier de tes parents? Alors, mon père, il a une profession plutôt libérale. Il a un atelier de tôlerie. Mhm. Et ma mère, elle ne bosse pas. Ok, Voilà. entendu. Donc, si je comprends bien, tu as cofondé en 2021 Open Politics. Est-ce que tu peux présenter rapidement Open Politics? Alors, Open Politics, c'est une association déjà qui prend la forme d'une école de formation à l'engagement politique et citoyen. On l'a fondée avec Anton Jochims, qui est un très bon ami et qui est mon cofondateur sur ce projet-là, parce qu'on a trouvé qu'il y avait un vide au sein de la classe politique aujourd'hui. Toujours les mêmes personnes qui se candidatent, c'est toujours le même cercle, et qu'il y a beaucoup de potentiel côté jeunesse et côté citoyen de la société civile en France. Et on voulait combler ce vide-là pour donner les moyens et les outils pour que n'importe quelle citoyenne et n'importe quel citoyen français puisse accéder à la scène politique pour être candidat, pour être conseiller dans un cabinet, pour accompagner des femmes et des hommes politiques. Donc c'est une formation. Chaque saison, chaque promotion se déroule sur 8 samedis après-midi avec des cours et des interventions de ministres, de députés, de sénateurs, de coachs en prise de parole en public, de communicants politiques. Donc on a reçu Raphaël Glucksmann, Najat Belkacem, Nathalie Loiseau, Agnès Evren, DLR, Jean-Louis Debré, Sarah Lahiri et plein d'autres journalistes et d'experts, comme je l'ai dit auparavant, et qui est une formation ouverte à toutes et à tous, gratuite. Le seul critère de choix, c'est la motivation et c'est la volonté de réussir, et on définira après peut-être la réussite. Et en tout cas, la volonté d'avoir un impact pour changer les choses et pour faire bouger les lignes. À date, on a environ 210 personnes qu'on a formées en 2 ans seulement. Donc on a enchaîné les promotions. On est à notre 7e promotion aujourd'hui. On a plein de gens qui se sont engagés par la suite après la formation. On a plein de gens qui ont candidaté. On n'a toujours pas de députés élus ou de sénateurs ou de maires, mais ça va arriver. C'était pas facile au début. Là, ça bouge très bien et ça avance et on commence à avoir de l'impact. Ok. Bah, bravo pour l'initiative. Merci. Comment t'es venue l'idée pour cofonder Open Politics? Alors, je suis passionné de la politique depuis le jeune âge. Je ne sais pas pourquoi. On pose souvent cette question-là. Je peux sortir un peu des éléments de langage pour dire ouais, je veux avoir un impact, mais en jeune, on ne sait pas en fait ce que c'est un impact, ce que c'est devenir politique ou autre. Mais ma grand-tante, d'ailleurs, qui est décédée il y a 2 ans, elle était la première députée femme en Tunisie qui venait du CAF, d'une région intérieure, sachant qu'elle n'a pas fait des grandes études. Elle était la première femme députée avec Bourguiba. Depuis que j'étais petit, vu que j'ai vécu pas mal auprès d'elle, elle me parlait de la politique, de la diplomatie, du changement, de la transformation, du progressisme, des libertés, de la société, sachant qu'en Tunisie, on ne parle pas forcément de ces C'est sujets-là. sclérosé. Voilà. Et petit à petit, j'ai développé une passion à ces sujets et j'ai commencé à m'intéresser. Et j'avais 18 ans quand la révolution a eu lieu en Tunisie en 2011. Donc c'était le moment propice pour que je puisse vraiment concrétiser pour une fois ce que je voulais faire. Donc je me suis engagé en Tunisie. J'étais un simple adhérent d'Affaires Tounes, petit à petit. Après, en 2019, j'étais candidat aux élections et j'ai commencé à m'intéresser à la politique française aussi parce que j'étais naturalisé français en 2020 et que je voulais m'être naturalisé français, je voulais être français, donc je voulais m'engager aussi et avoir un impact en France. Et en essayant de m'engager à chaque fois, j'ai senti qu'il y avait toujours des blocages. Même chez Affaires Tounes, au début, même si c'est mon parti jusqu'aujourd'hui, il y avait toujours des blocages. C'est-à-dire si tu ne connais pas le président d'un parti ou quelqu'un qui pèse dans le parti, tu ne peux pas réussir. Même si tu es ingénieur, tu viens de Central Paris, tu viens de... Ils s'en foutent. Je l'ai dit comme ça, et désolé peut-être pour le mot, mais Non, 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 au contraire.
Les gens s'en foutent et généralement, ils veulent avoir toujours, des gens qu'ils connaissent. Donc il y a pas d'ascenseur social politique dans les partis politiques. C'est très dur, en fait, c'est très dur et je pense que les leaders politiques passent à côté de plein de potentiels, qui sont capables de changer les choses et d'incarner, cet espoir que les citoyens et les citoyennes aujourd'hui cherchent, que ce soit en France, en Tunisie ou ailleurs. Donc ça, c'est parti d'une discussion avec Quentin Jochims qui a vécu presque la même expérience en France. Lui, il s'est engagé dans un micro-parti européen en 2019, à l'âge de 22 ans, et il a fait face presque au même problème. C'est-à-dire, on veut s'engager, on veut avoir un impact, mais on n'est pas écouté parce qu'on ne pèse pas assez, parce qu'on n'a pas le réseau, peut-être parce qu'on ne parle pas forcément bien en public, on sait-on. Et petit à petit, on a commencé à chercher et à concrétiser une solution. Et on a trouvé que la solution, c'était de l'empowerment, c'est-à-dire donner les moyens, donner les outils, accompagner, être là pour que les gens puissent s'engager et puissent avoir un impact et puissent changer les choses en créant un peu de l'espoir. Voilà. Donc concrètement, par la suite, on a développé un programme de formation avec des objectifs pédagogiques. On est allé contacter des personnalités publiques, sachant qu'on est personne. Je m'appelle Jesser Jbebli, je suis ingénieur, ok, je travaille en tant que consultant. Contacter via LinkedIn une ancienne ministre ou une ministre actuelle ou un député ou sénateur pour lui demander d'intervenir un samedi après-midi, ça peut sembler un peu bizarre. Mais je l'ai fait, Antoine il l'a fait, on réussit et on le fait toujours jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui nous permet d'avoir un panel d'intervenants énorme, ce qui nous permet d'être bien positionné dans la scène politique française en moins de la formation politique. Et ça marche. Et on voit qu'il y a un besoin, et un réel besoin des citoyennes et des citoyens de découvrir la politique. Il y a des gens, attention, il y a des gens qui intègrent la formation, mais qui finalement comprennent qu'ils ne sont pas faits pour la politique. Et pour moi, je pense que j'ai eu de l'impact à travers ça pour ces personnes-là, parce qu'ils ont orienté leur énergie et leur potentiel vers d'autres formes d'engagement, comme l'engagement associatif, comme l'engagement entrepreneurial, social et solidaire, ou autre type d'engagement, ou artistique, ou culturel, ou autre. Donc c'est une formation qui permet de répondre à un besoin de volonté d'engagement, mais de le définir et de le tracer et de le cadrer. Voilà. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as surmontée, toi et ton cofondateur, pour mettre ce projet sur pied? Peut-être la plus grande difficulté, c'est d'avoir une équipe. C'est pas facile quand on gère un projet bénévole et associatif d'avoir une équipe. Sachant que je pense que tous les deux, on est super exigeants. Et quand on fait de l'engagement, on veut que ce soit aussi de qualité. C'est pas parce qu'on gère une association que le travail rendu, que le livrable final permet qu'il soit de moindre qualité par rapport à ce qu'on produit dans l'entreprise. Et je le vois à travers ce podcast aussi, que le fait qu'il soit très bien préparé, pour moi, ça me fait plaisir. Et je peux dire que voir du cadrage comme ça, de travail que toi tu fais, Ahmed, à côté de ton taf, c'est ça l'engagement en fait. Mais juste faire des associations et des projets sans bien les travailler, sans les soigner, pour moi, c'est pas de l'engagement. Donc le plus dur, c'était d'avoir une équipe de bénévoles qui peut rendre des livrables de qualité sans qu'ils soient payés. C'est pas très facile, c'est pas du tout facile de gérer une équipe de bénévoles. On le voit, c'est pas facile. Même si on a une équipe qui bosse, qui a de l'impact selon nous, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de monter une équipe dans l'associatif. Après, il y a les difficultés financières pour un projet, surtout quand on parle politique. Les bailleurs de fonds, entre guillemets, ont peur quand on parle politique. Si on a le label écolo, ça peut être facile de lever de fonds, mais quand on parle de politique, ce n'est pas forcément facile, même si la démocratie aujourd'hui en dépend. Et on le voit très bien. Le fait d'avoir des leaders en fait, qui s'en foutent totalement des citoyens, qui parlent que de sujets qui n'intéressent pas les gens, et on l'a vu dernièrement avec les émeutes, c'est qu'il y a un besoin et que la démocratie est en danger et qu'il faut incarner cette démocratie-là. Et pour l'incarner, il faut des nouveaux potentiels, de nouveaux leaders. Et j'espère qu'on est en train de participer à faire émerger cette nouvelle génération de leaders engagés. Comment tu as motivé les gens qui travaillent avec toi pour les garder? Parce que j'imagine que toi et ton cofondateur, vous êtes à un niveau d'exigence haut, vous avez un engagement personnel haut, un niveau émotionnel haut, mais en fait, les gens qui viennent avec vous, peut-être parfois ils peuvent traîner des pieds, ils peuvent se dire ah bon, c'est bien ça, peut-être que je peux faire bénévole ici, mais ils comprennent pas en fait dans quoi ils s'engagent. Comment tu communiques ça? Comment tu as pu surmonter cette difficulté de garder tout le monde un peu en ligne et les pousser en avant? Pour être honnête, c'est l'enjeu de la période actuelle. C'est Mhm. ce qu'on essaie de mettre en œuvre pour que l'équipe s'approprie le projet.
Et pour moi, la solution, c'est aider l'équipe à s'approprier le sujet et le projet surtout. Parce que mon cofondateur et moi, pendant 2 ans, on a travaillé le projet seul. On faisait de la stratégie, de l'opérationnel, de la réservation des salles pour la formation, des contacts avec les intervenants. Les On petits faisait tout. fours, tout. Voilà, tout. On faisait vraiment tout, même les chaises quand on organise des conférences. Euh, et donc, on incarne ce projet-là. Donc, c'est dur pour une équipe qui intègre le projet après 2 ans de pouvoir s'approprier facilement le projet et de le porter en tant que projet personnel. Hmm. Donc tout le travail qu'on est en train de faire là, c'est vraiment de leur donner tous les moyens aussi pour qu'ils puissent s'approprier le sujet, pour qu'ils puissent dire c'est notre projet à nous, donc on le porte, donc on a peut-être des micro-projets, des offres au sein de ce projet-là, mais finalement ça passe par la responsabilisation en fait. Hmm. Et on essaie de le faire, donc je te dirais dans quelques mois peut-être, si ça marche ou ça marche pas. C'est un projet qui est plutôt jeune pour le moment, donc on verra ce que ça donne. Mais je suis confiant et surtout que tous les membres de l'équipe, c'est des alumni d'Open Politics, c'est des gens qui ont suivi la formation. Mhm. Donc ils ont vu l'impact de la formation sur leur carrière ou leur chemin d'engagement. Donc je m'inquiète pas beaucoup pour le moment et à voir après comment les choses évoluent. Open Politics dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Ça sera pour moi la première école de formation politique apartisane qui forme vraiment à la politique. Donc tous les cadres des partis politiques de droite, de gauche, du centre, j'espère qu'ils viendront d'Open Politics, au moins une grande partie. J'espère que Open Politics dans 10 ans, c'est 20 députés, 10 sénateurs, une centaine de maires partout en France et plein de conseillers ministériels. Bah écoute, je te souhaite ça. Euh, Partons un peu sur l'individu. Quelles sont les 2 qualités nécessaires pour réussir dans le domaine politique? Cite-moi juste 2, mais 2 nécessaires. Ne pas avoir peur et prendre des risques, c'est important. Pourquoi? Parce que la politique, c'est porter des convictions, principalement. Si on a peur que nos convictions ne soient pas comprises ou ne soient pas acceptées, on ne réussit pas en politique. Et la politique, c'est vraiment aller vers les citoyens, vers le peuple, pour pour convaincre le peuple de nos convictions, pour qu'ils les choisissent en tant qu'alternative ou en tant que solution. Si on a peur et on ne prend pas le risque, on n'y arrivera pas. Et on aura des leaders mous qui changent de couleur et de conviction tous les 2 jours. Et on le voit que ça ne marche pas. C'est transposable à plusieurs domaines. C'est écouter sa propre voix, pouvoir dire la vérité, être en aligné avec soi-même et ne pas avoir peur de dire les choses qu'on pense, non? Oui, et finalement, la politique, c'est la déclinaison de tout ce qui se passe dans la vie. Donc c'est normal. Mhm. Et quelle est la 2e qualité? La deuxième qualité, c'est savoir et vouloir et pouvoir travailler en équipe et compter sur une équipe. On ne peut pas réussir seul, on ne réussit qu'en groupe et en collectif. Euh, Au début, pour moi, c'est compliqué de travailler en équipe, jusqu'aujourd'hui, même si je suis manager de plusieurs équipes au sein de mon taf et au sein de l'association et ailleurs, mais ce n'est pas facile. Il faut savoir et vouloir et pouvoir travailler en équipe pour réussir, parce que pour faire la politique, pareil, on ne peut pas le faire sans équipe. Gérer une campagne électorale, on a besoin d'un directeur de campagne, on a besoin de conseillers et on a besoin surtout d'écouter des conseillers. Et on le voit, que ce soit en Tunisie ou en France, qu'on a des leaders politiques qui n'écoutent personne et on voit le résultat de leur action. Hmm. Est-ce que tu as échoué une fois en politique? Est-ce que tu as échoué dans la vie en général? Et cet échec t'a façonné, a fait, a créé ta vision, t'a donné de la motivation. Ouais, alors je vais commencer peut-être par la politique. En 2019, j'étais candidat aux élections législatives en Tunisie, j'étais Mhm. deuxième sur la liste. Et j'ai échoué parce que la liste n'a pas pu accéder au Parlement en 2019. Tant mieux, finalement. Mais j'ai échoué, enfin, j'ai fait une campagne électorale qui n'a pas abouti, qui ne m'a pas forcément permis d'avoir des résultats concrets. Mhm. Et c'est lié aussi à la définition du succès. Mais pour moi, c'était un échec, mais un échec constructif qui m'a permis de tirer plein de renseignements pour la suite, et on en parle. À l'échelle individuelle, personnelle, c'est vrai que quand j'étais plutôt jeune adolescent, à chaque fois que j'échoue, je lâche l'affaire et je continue plus, et je dis c'est pas fait pour moi, donc je passe à autre chose. Et en fait, la première fois où j'ai vraiment échoué, c'était en 2011 quand j'ai passé mon bac. J'étais au lycée pilote de Nabeul, je voulais partir directement en France ou en Allemagne, donc je voulais avoir une bourse d'excellence directement. Juste Ouais. explique à nos auditeurs, le lycée pilote veut Ouais. dire c'est un lycée d'élite, c'est un lycée
on va dire, de personnes qui ont de très très bonnes notes, des lycéens qui ont de très bonnes notes. Donc on appelle ça en Tunisie un lycée C'est pilote. pilote, effectivement. Donc au bac, je voulais partir directement, en Allemagne ou en France via une bourse et finalement je n'ai pas pu y accéder parce qu'il me manquait quelques points et c'était un vrai échec parce que pendant toute l'année, j'étais presque sûr, de pouvoir le faire et je ne l'ai pas eu finalement. Et là, en fait, j'ai appris, je me suis dit, bah, soit je fais médecine, comme, tous ceux qui ont, des très bonnes moyennes et devenir médecin, sachant que j'aime pas du tout ce métier-là et ça m'inspire pas du tout. Ou bien je lâche pas et je réessaye. Pour réessayer, bah, faut faire prépa. Du coup, j'ai fait l'IPEST à la Marsa. J'ai réessayé, j'ai réessayé et j'ai réussi après 2 ans à intégrer une école d'ingénieur en France. Et en fait, avec le temps et si je prends un peu plus de hauteur, c'est, je pense, ces échecs-là qui ont fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui arrive à tester des choses, qui échoue toujours. Et j'échoue toujours, mais ça marche. Je lâche pas, je teste, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai échoué. Il faut aussi comprendre pourquoi on échoue, même si parfois il y a pas d'explication parce qu'il y a une partie de chance qui joue, dans tout ce qu'on fait. Mais ça me permet aujourd'hui de réessayer, de ne pas lâcher et d'oser faire des choses. Et ça, c'est important en fait, d'oser faire des choses. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. On a parlé au début de la concrétisation des idées et tu m'as dit: «C'est trop facile d'avoir des idées». Moi, je pense que c'est pas forcément toujours le cas, du coup, cette facilité d'avoir des idées, mais on n'ose pas facilement à franchir le pas de tester, de vouloir concrétiser et d'agir. Et je pense que ces expériences-là m'ont permis d'aller plus loin et d'oser toujours tester des choses, quitte à que ça ne marche pas. Et après, on verra, on testera, on auditera les problèmes et on verra comment on corrige ça pour réussir par la suite. Hmm. Mais comment tu gères l'ego? Parce que l'ego, quand il échoue, il a mal. Il dit aïe, 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 ça me fait mal. Ça, je me sens pas bien. Là, je crois que je vais rentrer dormir parce que j'ai pas réellement envie voilà, de me confronter à la réalité parce que réellement, les échecs font mal. Et comment on gère son ego pour pouvoir rebondir vite? C'est un problème que j'ai et en fait, la solution pour moi, c'est d'aller parler avec des gens qui réussissent aujourd'hui, qui ont de l'impact aujourd'hui, mais qui ont échoué, qui ont beaucoup échoué. C'est vraiment de comprendre un peu comment ils ont vécu ces expériences-là. Parce que quand on échoue, en fait, dans nos têtes, on pense qu'on est les seuls à échouer ou à avoir échoué. Donc, j'essaie de m'entourer des gens qui ont échoué, mais qui ont réussi par la suite, qui ont eu de l'impact, pour que je puisse tirer les bons renseignements, pour que je puisse prendre de la hauteur par rapport à mon échec. C'est pas facile non plus d'aller parler avec une personne pour lui dire qu'on a échoué. Mais c'est plus facile pour moi dans le domaine associatif que dans son entreprise. Dans l'entrepreneuriat. Mais parce qu'en entrepreneuriat, c'est mal vu d'échouer, et malheureusement. Et moi, j'essaie de passer ça à mes équipes, que ce soit en entreprise ou ailleurs, que c'est important au contraire d'échouer parce que c'est comme ça qu'on apprend. Sinon, on stagne. On est avec un modèle plutôt statique qui n'évolue pas et on n'apprend pas et on s'entoure pas de nouvelles personnes et on cherche pas de nouvelles initiatives à développer et à créer. Hmm. Est-ce que tu peux me parler, ou est-ce que tu peux me dire quelles sont les valeurs qui guident tes actions politiques et dans la vie en général? Quelles sont les valeurs fondamentales qui te régissent? Quand on parle de valeurs, généralement, c'est très proche d'une personne parce que c'est axiomatique, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. La première, c'est la liberté. Mhm. Je pense que c'est ce qui me guide dans ma vie de tous les jours et que ce soit dans ma vie personnelle individuelle, que ce soit dans mes projets associatifs d'engagement ou même en entreprise. Même si en entreprise, pareil, il y a un cadre, donc c'est un peu compliqué, mais j'essaye voilà, de montrer que la liberté existe aussi en entreprise, qu'il faut écouter les collaborateurs ou autre. Mais la liberté, pour moi, c'est super important. En Tunisie, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, on n'avait pas forcément beaucoup de liberté. C'était pas clair, en fait. C'était une valeur qu'on apprend à l'éducation civique au collège, mais finalement, Voilà, la c'était... liberté de mouvement. C'est ça, liberté de mouvement, exactement. Euh, et quand je suis arrivé en France, et j'ai rencontré plein de personnes, j'ai rencontré plein de profils, plein de sensibilités, plein d'origines. J'ai vu comment les gens se comportaient, comment ils avaient la liberté de choix, de ce qu'ils peuvent être eux-mêmes, même au plus profond de leur personnalité. Et j'ai vu que cette liberté-là a permis, jusque-là en tout cas, d'avoir une cohésion de la société, a permis que la société aujourd'hui fonctionne malgré les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau public et au niveau de la société. Donc pour moi, c'est la valeur la plus importante, la liberté, et pour moi, elle doit être déclinée sur tous les champs d'action qu'on peut avoir, et elle doit être déclinée dans tous comment dire, dans tous nos choix,
que ce soit sexuel, que ce soit économique, que ce soit culturel ou que ce soit même de croyances religieuses. Mm. Voilà. Mm. Donc ça, c'est la plus grande valeur qui guide tes actions. Tout à l'heure, tu m'as parlé, si quelqu'un veut faire quelque chose, il doit réellement persévérer, il ne doit pas lâcher, malgré les baffes, malgré les échecs. Euh, Qu'est-ce qui te garde motivé? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves toujours et tu mets une jambe dans un pantalon, l'autre jambe dans un pantalon, tu te lèves et dis, allez, j'essaie aujourd'hui, on y va. Malgré que tu sais que il y a ça qui va pas, il y a un problème numéro un, problème numéro deux, cette personne ne veut pas venir, je vais avoir un absentéisme ici. Avec toute cette masse de problèmes, qu'est-ce qui te garde motivé malgré euh, quand on porte un projet, c'est toujours pas facile. Comment tu gardes la motivation? Où est-ce que tu puises cette persévérance, cette motivation? Peut-être parce que j'ai de l'espoir que tout peut changer via l'action. En fait, je me pose toujours la question, enfin, en me levant ou parfois, enfin, sur une année, les samedis après-midi, on les passe avec Antoine, mon cofondateur, chez Open Politics, à former des gens. On les passe pas avec des potes sur les quais de Paris ou avec la famille ou autre. Et en fait, à chaque fois, on se dit, il y a le potentiel. On rencontre des gens qui peuvent faire des choses, qui peuvent avoir de l'impact, qui peuvent changer, qui peuvent faire bouger les lignes. Et c'est important de les accompagner. Donc, ça nous permet toujours de garder cette motivation, cette énergie, même si parfois c'est difficile et parfois on lâche. Et le deuxième point, c'est ce qui me garde motivé toujours, c'est j'aime bien les rencontres, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, quand je me lève le matin, je me crée des challenges généralement pour rencontrer de nouvelles personnes, même quand je pars en déplacement à l'étranger. Je peux apparaître parfois un peu une personnalité, une personne Introverti? introvertie, parfois au début un peu timide, mais un peu froid. Parfois un peu méchant aussi, mais j'aime bien rencontrer des gens et j'aime bien rencontrer des gens qui sont différents, qui ont des profils différents, des carrières et des engagements totalement différents Mhm. du mien. Je pense, enfin, pour moi en tout cas, ça me permet d'aller plus loin, de me construire au fur et à mesure et de ne pas lâcher. Et donc quand je me lève le matin, bah, je me dis toujours, je vais rencontrer de nouvelles personnes, peut-être dans des contextes parfois malheureux, peut-être parfois chaotiques, parfois de crise. Mais souvent, on apprend de ces rencontres-là et ce qui me garde en tout cas motivé pour que tous les matins, je me lève pour faire des choses. Entendu. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou inattendue que tu as vécue dans ton expérience politique? En politique, j'allais raconter une anecdote, mais je pense pas qu'il faut que je la raconte. Bah, Mais vas-y, vas-y. à part un date Tinder qui a candidaté chez Open Politics et que j'ai retrouvé en entretien. Ça doit être amusant, ça. Ouais, ça c'est amusant, mais ça peut être stressant. Voilà. Mais c'est Tomber intéressant. sur le visage, mais du coup le reconnaître après pendant l'entretien, c'est amusant. Ouais. C'est amusant. Oui, mais ça reste quand même bon enfant et l'intention est toujours bonne. Après, tu sais, le monde est petit. C'est ça, Mais c'est vrai que c'est plus gênant qu'amusant, c'est vrai. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu peux donner des conseils à ceux qui aspirent à s'engager en politique, mais qui doutent et qui doutent d'eux-mêmes? Alors, qui doute déjà de l'engagement tout court, il faut qu'il teste. Il faut essayer des choses. On n'a rien à perdre. Parfois, on n'est pas fait pour le sport. Et on se dit, bah, on va tester, on va prendre un abonnement au Cercle de la Forme, on va faire un mois, généralement on fait un mois, 2 mois, et après l'abonnement est résilié parce qu'on n'est pas fait pour la musculation, on n'est pas Mhm. fait pour... Mais on teste, on n'a rien à perdre. L'engagement, avant tout, c'est une passion, en tout cas pour moi, et je pense pour plein de personnes. Donc il faut tester, et si on n'aime pas, si on n'est pas fait pour ça, bah, on va lâcher. Mais vaut mieux tester que regretter par la suite de ne pas avoir testé et de ne pas avoir vécu cette expérience-là. Et honnêtement, je pense que si on teste l'engagement, on ne va jamais s'en lasser et on ne va jamais lâcher, même si au début on n'est pas fait pour l'engagement. S'ils doutent d'eux-mêmes, faut savoir s'entourer de personnes qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider, qui peuvent les enrichir et qui peuvent leur expliquer comment s'engager concrètement, comment réussir leur engagement. Mhm. Parce que souvent, on a tendance à vouloir lancer des projets ou s'engager seul. On pense à nous-mêmes et on ne pense pas forcément à faire des choses ensemble avec des gens. D'ailleurs, c'est pour ça que le slogan d'Open Politics, c'est s'entourer et se former. Pour nous, c'est super important de bien s'entourer, mais c'est ce qui nous permet d'avoir des solutions à tous les problèmes.
c'est ce qui nous permet d'apprendre des choses, c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi on a échoué, comme je l'ai dit auparavant. Donc c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Pour moi, le collectif, c'est super important et il faut le créer, ce collectif-là. Il ne faut pas hésiter à aller contacter des personnes sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, pour leur demander un café parce que leur parcours est intéressant, même si on ne connaît pas du tout ces personnes-là. Peut-être 90% des gens ne vont pas répondre par messagerie et ils vont trouver ça fou, mais finalement, il y a 10% qui vont toujours répondre et qui seront là et qui vont prendre le temps de prendre un café ou un verre avec la personne pour parler, tout simplement. Et Yep. peut-être à travers ces rencontres-là, en fait, on va comprendre des choses et on va s'améliorer au niveau de l'acceptation de nos défauts et de nos qualités pour qu'on aille plus loin au niveau de l'engagement politique. Hmm. Comment ta double culture franco-tunisienne t'a-t-elle aidé dans ton parcours politique? Euh, c'est plutôt par rapport à l'ouverture d'esprit, peut-être. C'est que je viens d'une société, on vient d'une société qui est plutôt, qui se vend comme une société progressiste, mais qui ne l'est pas forcément en fait en profondeur. Et qui veut l'être par contre, qui veut l'être, mais qui est dans ce dilemme un peu entre le conservatisme et le progressisme, un conservatisme religieux culturel et un progressisme pro-Occident, et on n'arrive pas forcément à trouver l'équilibre. Donc, en France, ça me permet d'approfondir cet attachement, à cette ouverture d'esprit. Donc, c'est pas forcément bien ce qui se passe en Tunisie, mais en tout cas, cette expérience-là, cette culture que j'ai vécue et que je convis peut-être jusqu'aujourd'hui, sur plein d'aspects, elle me permet de rester toujours ouvert d'esprit dans ce que je vis et ce que je fais en France aujourd'hui. Selon toi, est-ce que la diversité culturelle est une richesse en politique ou non? Bien sûr. En quoi? Bien sûr, parce que si on n'a pas forcément de background avec un vécu un peu riche par rapport à un parcours classique, ou quand on fait des grandes écoles, quand on s'entoure que comment dire, que des personnes qui ont fait des études, qui sont nées à la quatrième, cinquième, sixième génération qu'en France, par exemple, on ne peut pas être sensible à des sujets, à ce qui se passe par exemple avec les émeutes dernièrement. Donc on ne peut pas trouver des solutions, on ne peut même pas comprendre les problèmes pour trouver des solutions. Et quand on vient de cultures différentes, quand on a aussi cette biculture comme on l'a nous aujourd'hui, je pense que ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport à tous les sujets qu'on traite. Donc ça nous permet de ne pas s'exciter entre guillemets pour choisir la solution la plus facile, parce qu'on a des retours d'expérience qui sont différents et deux cultures différentes, c'est deux approches différentes généralement, c'est deux méthodes différentes, donc c'est plus de chances à trouver une solution qui marche. Donc, pragmatiquement, je pense que, je le prends toujours d'un point de vue pragmatique, sans prendre beaucoup de hauteur par rapport à la question, je trouve que ça aide à la résolution des problèmes, qui est l'une des tâches les plus importantes pour une femme ou pour un homme politique. C'est vraiment de transformer et d'améliorer la vie des gens en trouvant des solutions à des problèmes que ces gens-là vivent au quotidien. Et donc, si on vient de si on a un background multiculturel, je pense que ça nous permet d'avoir des approches différentes et donc des solutions qui sont plus efficaces. Entendu. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça, c'est Lord Acton qui le dit. Que penses-tu d'une telle citation? Le pouvoir corrompt et le pouvoir Absolu absolu corrompt absolument. Vrai, déjà, avec plein d'exemples. Et c'est pour ça peut-être qu'à travers la formation, on essaye de insuffler un certain nombre de nouvelles valeurs pour faire la politique et pour exercer le pouvoir. Parce que oui, le pouvoir corrompt. Il corrompt principalement nos valeurs à nous quand on devient leader. Parce qu'on tombe dans la facilité, et parce qu'on a le pouvoir, donc on oublie peut-être de là où on vient, on oublie un peu nos valeurs, on oublie nos origines, et on choisit le chemin le plus facile, celui de garder le pouvoir. Donc voilà, on essaye d'insuffler ces valeurs-là pour que le pouvoir ne corrompe plus les nouveaux leaders qu'on veut former et qu'on veut faire émerger. Mais après, chaque personne a son jardin secret. Chaque personne approche la politique avec, on va dire, son petit diablotin caché. Chacun a ses motivations et il est difficile d'évaluer les gens.
il est difficile d'appréhender quelles sont leurs motivations profondes. Mais c'est clair que en surface, les bonnes intentions sont visibles. Après, il est difficile de discerner. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui façonne une croyance politique? Parce que à Open Politics, vous donnez les outils, mais les croyances, vous êtes totalement apolitique. Donc une personne peut être de gauche, de droite. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne vote de gauche, qu'une personne vote de droite? À quel moment ça se façonne? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est un traumatisme à partir d'un certain âge? Selon ton expérience et ce que tu as vu avec ton cofondateur, est-ce que vous avez une petite idée? J'ai une petite idée, c'est à mon avis personnel. Oui, ben, je cherche Heu, ça. oui, alors Open Politics, c'est une formation politique, mais apartisane. C'est-à-dire on n'appartient à aucune idéologie politique et on donne les moyens et les outils, comme tu le dis, mais chacun est libre de choisir, l'idéologie politique ou le parti avec lequel il veut s'engager. Mhm. Hem, pour moi, je pense il y a un déterminisme quand même social et culturel, qui façonne un peu, les croyances et les idéologies politiques. Hem et quand je dis déterminisme social, c'est pas forcément quand on vient de milieux pauvres qu'on vote à gauche et quand on vient de milieux riches, on vote à droite. Heu, je viens d'un milieu plutôt modeste et je suis profondément libéral parce que je crois dans la mérite et je crois dans, un ascenseur social qui fonctionne parce qu'il est financé, via la création de la richesse de toutes et tous. Et via aussi, la liberté, d'entrepreneuriat, la liberté d'entreprendre et la liberté de choix. Pourtant je viens d'un milieu qui était plutôt censé voter, à gauche s'il était en France. Parce qu'en Tunisie, on n'a pas forcément ces idéologies et ces classements et ces catégorisations, politiques. Donc je pense que c'est plutôt la culture, c'est plutôt le déterminisme un peu, culturel et social. Mais, j'ai rencontré plein de gens qui parfois j'aime bien faire des paris sur les personnes pour leur dire, «Toi, t'es de gauche, toi, t'es de droite» et je fais souvent ces blagues-là avec, les participants au Pont Politics, la première séance et parfois il y a des expériences qui font que je me trompe, parce qu'il y a aussi le vécu de la personne. On s'engage en politique généralement à l'âge de 20-25 ans, 30 ans. Parfois, il y a des gens qui se créent, des convictions, et des idéologies politiques via, ce qu'ils vivent, pendant leur carrière, que ce soit, familiale, enfin carrière, via le background familial, après via leur carrière académique et professionnelle ou autre. Mm. Mais principalement, je pense, c'est l'aspect social et culturel, qui nous permet, naturellement en tout cas, de se diriger vers, un courant qu'un autre. Mm. Est-ce que c'est pas du tout plastique? C'est quelque chose qui est assez sclérosé. Ça veut dire que si on est dans un milieu, voilà, bourgeois, voilà, mon père lit Le Canard enchaîné et ma mère Le Figaro peut-être ou un autre journal et voilà, je fais de l'équitation et j'ai mon club de tennis. Théoriquement, je vais être de droite. Catholique, de religion, ça c'est clair que je vais voter de droite. Et est-ce que c'est impossible? Est-ce que je change? Cette plasticité existe. Est-ce que cette plasticité, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'influences, beaucoup de lobbies qui essayent de faire bouger, créer cette plasticité dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment une bataille constante des deux côtés. Est-ce que une personne doit finalement trouver son chemin sans être influencée? Euh, Qu'est-ce que tu penses des mouvements d'influence actuels? Parce que je ne sais pas si tu as lu le livre de Edward Bernays qui parle de propagande. C'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle. C'est le neveu de Freud et c'est, on va dire, un pionnier au niveau du marketing et de la publicité. C'est une personne qui a aidé l'armée américaine à développer le soft power pour pouvoir recruter. Ce sont des méthodes qui sont assez sophistiquées pour pouvoir, on va dire, manipuler l'opinion publique. Il y a cette notion de manipulation. Aujourd'hui, elle est tellement ancrée dans les systèmes médiatiques, surtout informels et les réseaux sociaux, qu'une personne, on va dire, peut se faire influencer sans le savoir. Mais je digresse. Donc pour revenir, est-ce que cette plasticité a le droit d'exister, doit exister, ou on doit laisser les choses d'une manière organique se faire? Cette plasticité existe, en tout cas aujourd'hui, et j'ai répondu à la question dans ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les gens choisissent leur idéologie,
via un déterminisme culturel et social. Et que oui, ça ne marche pas en fait. La politique n'est pas faite pour ça, normalement. Il ne faut pas qu'on soit prédestiné à être de droite parce qu'on vient d'une famille riche et parce qu'on est fils d'immigrés qui habitent dans le 93, qu'on est prédestiné pour être de gauche et voter la France insoumise. Non, je ne le pense pas. Et en fait, il faut changer ça, je pense. Il faut le changer avec des nouveaux leaders qui portent des messages politiques fédérateurs, qui disent OK, on peut avoir des convictions sur un certain nombre de sujets, mais on n'est pas obligé de choisir l'idéologie politique par rapport à notre background et notre appartenance sociale, entre Mhm. guillemets. Et je pense que ça peut être plus constructif pour faire de la politique et pour que la politique soit là pour changer les choses et faire bouger les lignes pour celles et ceux dont ils ont besoin. Parce que la politique, c'est, comme je l'ai dit, pour moi en tout cas, c'est trouver des solutions à des problèmes quotidiens des gens, c'est transformer la vie des gens et c'est de définir une vision de société dans laquelle on vit avec des valeurs. En France, on a ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Il faut que les politiques travaillent dans ce cadre-là, en proposant des solutions qui s'intègrent dans ce cadre-là. Euh, Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. En fait, c'est plus facile de dire je suis de droite, de gauche, sans que les personnes comprennent de quoi il s'agit ou quel est le programme actuel de la droite et quel est le problème actuel de gauche, parce qu'il y a cette propagande-là des partis, principalement historiques, et malheureusement même le parti qui est créé par Emmanuel Macron, il s'intègre dans cette démarche de propagande et parfois peut-être pas du populisme de type Rassemblement national, mais un certain nombre, une certaine forme de populisme quand même, pour que les gens votent pour Renaissance, soit parce que juste ils hésitent entre la droite et la gauche ou autre. Et en fait, c'est problématique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une crise de représentativité, et on est dans une crise pour moi qui est démocratique et qui est super dangereuse et qui a un impact sur l'aspect social, sociétal, économique et même l'aspect de l'union nationale qu'on a en France. Mhm. Parce qu'on choisit pas forcément selon nos convictions profondes des sujets, mais par rapport à des tendances plastiques, si je permets d'utiliser presque le même terme, parce que quand on vient de droite, il faut qu'on vote, quand on vient d'une famille riche et du 16e, il faut qu'on vote à droite. Et honnêtement, je le vois même avec des gens qui ont fait des grandes écoles comme Sciences Po, des centrales ou autres, qui restent un peu dans leur zone de confort parce qu'ils viennent de ces milieux-là. Il faut qu'ils votent centre ou droite. Et pareil pour les autres aussi qui viennent de milieux défavorisés, ils se sentent obligés de voter à gauche. Sinon, le dîner de famille va être dur. Donc, où est-ce que Exactement. tu as Voilà. voté? Et Ouais. parfois, il y a des jeunes en fait qui viennent de banlieues principalement, qui sont de droite, mais qui n'arrivent pas forcément à l'assumer ou le dire. Parce que c'est plutôt problématique en Ouais. France aujourd'hui de voter les républicains quand on vient de milieux défavorisés et quand on est fils d'immigrés. Dans les cités à côté, je pense que ça passe pas. Et ça, je pense que c'est dangereux pour la démocratie, surtout de ne pas Mhm. accepter l'autre dans ses choix personnels, individuels, idéologiques. Mhm. Tout être humain est politisé, mais pas tout être humain est engagé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui s'engagent et d'autres non? On n'est pas tous faits pour être engagés, pour s'engager, tout court. Il y a des gens qui sont là, enfin, on est tous politisés parce que oui, on a des avis sur tout, hein. Déjà, si on choisit d'aller à Carrefour et pas à Franprix, c'est plutôt un choix, enfin, je peux le dire, politique finalement. C'est Mhm. un choix personnel, profondément philosophiquement parlant. Pour moi, c'est un choix politique. Mais euh, être engagé, pour moi, c'est vouloir avoir un impact. Et au début, on parlait de la réussite et de la définition de la réussite. Pour moi, elle est liée à l'impact. Mais pour moi, en fait, s'engager, c'est vouloir avoir un impact, c'est vouloir changer les choses et faire bouger des lignes et trouver des solutions à ce qui ne marche pas aujourd'hui. Euh, S'engager, c'est travailler dans une entreprise aussi. Mhm. S'engager, c'est aller voter. Donc, on n'est pas tous faits pour ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, la majorité travaille et je ne pense pas qu'ils considèrent ça comme une forme d'engagement. Mais on n'est pas tous faits pour être engagés, pour s'engager. Et je pense qu'il faut juste le comprendre. Mais par contre, j'appelle toutes celles et tous ceux qui ne sont pas engagés aujourd'hui de tester l'engagement, entre guillemets. Mhm. Même si tester l'engagement, ça ne se dit pas, mais de tester, de s'engager pour une cause qui est le plus proche de leurs valeurs, de leur idéologie, de leur combat personnel et individuel. Et je pense qu'on va maximiser le nombre de personnes engagées et ça va nous permettre d'avoir une société qui va mieux, qui peut aller mieux en tout cas, avec des personnes qui cherchent à avoir un impact. Mais
pour ne pas entrer forcément trop dans le détail, pour moi, on est tous politisés, oui, on n'est pas tous faits pour l'engagement, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément, comment le dire? Avoir cette, cette appartenance publiquement avec des projets associatifs ou autres, d'autres qui sont pas forcément à l'aise à travailler en collectif et s'engager, c'est travailler en collectif, on peut pas s'engager seul. Donc, faut juste l'accepter, mais il faut tester pour comprendre est-ce qu'on est fait ou pas fait pour l'engagement. Hmm. Je vais jouer un peu l'avocat du diable, Jasser. Je ne sais pas si tu connais Marc Aurèle, Marcus Aurelius, qui a écrit dans son livre Pensée, Meditations by Marcus Aurelius en anglais, que je conseille vivement à toute personne qui veut s'engager dans la politique de comprendre, de lire un jour. C'est un homme d'État qui était empereur de Rome et quand Rome était à son apogée. Donc c'est une fusion en puissance, je parle en termes de puissance, pas en idéologie, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping et de Joe Biden, actuellement avec un empire très très vaste. Il a écrit un livre qui était simplement son journal personnel. Et il serait mortifié aujourd'hui de savoir si ce journal a été publié. Et en lisant ce livre-là, j'étais étonné parce que c'est une personne qui est d'une grande piété, simplicité et d'une droiture hors du commun. Son personnage est d'ailleurs utilisé dans le film Gladiateur, où il discute avec son général qui s'appelle Maximus, et il lui dit Maximus, je voudrais que tu prennes les rênes de l'Empire romain. Et il lui dit je n'en veux pas. Et là, Marc Aurèle rétorque c'est pour ça que je te veux. Donc, comme si il savait que le pouvoir devait revenir aux personnes qui n'en voulaient pas. Euh, N'y a-t-il pas un billet de sélection lorsqu'on veut s'engager où parfois on donne le pouvoir aux personnes qui en veulent un peu trop, où les jeux d'ego sont là mais qui ne sont pas dits, et les personnes jouent un peu des coudes plus en montant en hiérarchie. Mm. Pour répondre simplement, je pense que quand on veut pas le pouvoir, c'est qu'on veut pas changer les choses, pour moi. Parce que le pouvoir, c'est quoi? C'est un outil, c'est un moyen qui nous permet de concrétiser le projet qu'on a. Et généralement, dans l'engagement, le projet qu'on a, c'est un projet qui définit une vision de société avec des solutions qui sont déclinables sur tous les aspects économiques, comme je le dis, sociaux, politiques, institutionnels ou autres. Donner le pouvoir à quelqu'un qui ne le veut pas, pour moi, c'est démotivant pour toutes les personnes qui sont engagées pour avoir ce pouvoir-là pour changer les choses. Et pour moi, que ces personnes-là n'est pas faites pour avoir le pouvoir et pour gouverner, si on prend l'exemple de la politique. Et je prends un exemple concret, c'est François Baroin, côté républicain. À chaque primaire, à chaque élection présidentielle, on se dit à droite, ça sera le candidat. À droite, ça sera le candidat. Apparemment, toute la famille politique de droite demande à ce que François Baroin soit le candidat des élections depuis 2017, avec l'affaire Fillon, et après en 2022 contre Emmanuel Macron et à la place de Valérie Pécresse. Et je pense que jusque-là, il pense toujours à François Baroin. C'est quelqu'un qui fait, aujourd'hui, il est le maire de Troyes. C'est une grande personnalité politique, il était ministre, mais il ne veut pas être président de la République, pour plusieurs raisons peut-être. Ça peut être des raisons politiques, ça peut être des raisons personnelles, ça peut être dans le vécu, ça peut être... Je ne comprends pas comment on peut aller plus loin pour dire à la personne, s'il te plaît, prends le pouvoir pour gouverner un pays de 66 millions, par exemple. Pour moi, c'est irrespectueux déjà envers les personnes qu'on va gouverner un jour. Parce que vouloir gouverner un pays, ça se mérite, mais il faut qu'on le veut aussi. Sinon, on va exercer le pouvoir d'une façon, pour moi, très molle, et on ne va pas aller jusqu'au bout de nos projets qu'on est censé porter à travers notre engagement et à travers le pouvoir qu'on a, et donc on n'aura pas d'impact. Donc, oui, ça peut être injuste parce que des gens qui veulent le pouvoir et qui travaillent, je vois en fait là où tu veux arriver. Tu veux dire que, peut-être, hein, j'essaie d'analyser, mais tu veux dire que pratiquement beaucoup de gens qui s'engagent veulent principalement envers le pouvoir. Mais moi, je le prends d'un autre point de vue. Je dis que toute personne qui s'engage veut changer les choses. Et pour changer les choses, il faut qu'ils aient le pouvoir. Voilà. Vu comme un outil, vu comme un outil,
C'est vrai que c'est pas problématique. C'est comme l'argent. J'ai oublié, c'est qui a dit ça? Il dit l'argent dans la poche, c'est pas un souci, mais l'argent dans la tête, c'est un souci. Ben, le pouvoir, c'est pareil. Si c'est un outil, pas de souci. Mais quand c'est une finalité, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est même en psychanalyse, on appelle ça the power complex. C'est des personnes qui sont omnibulées par ça. Ils D'accord. veulent le pouvoir. Et une fois ce pouvoir assouvi et atteint, généralement, on ne lâche pas ce pouvoir-là et on oublie pourquoi on a été élu et quelles a été les visions d'élection. D'ailleurs, c'est une désillusion qui est presque systématique et qui se répète que des promesses, mais une fois que la personne était là, elle ne l'a pas lâché. Pour faire l'apologie de ce que je viens de dire, finalement, les personnes qui n'en veulent pas, certes, peut-être c'est une insulte pour les personnes qui sont engagées, mais elles sont désintéressées de ce pouvoir-là. Donc, on peut être sûr qu'elles n'ont pas ce désir ardent de régner. Euh, D'ailleurs, le film Napoléon va bientôt sortir, ou Mm. je ne sais pas s'il est sorti, Il est sorti, je pense. j'aimerais beaucoup le voir parce que c'est vraiment un personnage qui est historique et qui parle un peu de ce sujet-là. Il y a pas mal de personnes qui sont des technocrates, qui n'en sont pas particulièrement intéressés. Et surtout, je crois qu'il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est que ses pairs l'ont désigné. Il ne s'est même pas auto-désigné. Donc c'est une personne qu'on a dit, voilà, on voudrait bien l'avoir parce que je crois que ça va être un bon gouverneur, un bon président, peu importe. Mais j'essayais un peu de faire l'avocat du diable. Mais je comprends aussi ta position. J'essaie de me mettre des deux côtés. Et comment, en fait, parfois, avoir un système politique qui arrive à Équilibré. et Pour que le pouvoir ne se écumer, transforme pas. enlever aussi les mauvaises graines ou les personnes qui sont là pour le pouvoir et uniquement pour le pouvoir, et où le jour où le pouvoir est assouvi, euh, les promesses initiales, on en a entendu parler, et c'est de notre vécu, ne sont pas là. Ouais, juste pour rebondir, déjà, je suis d'accord. En fait, moi, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, enfin, les gens ne viennent pas dire je veux avoir le pouvoir, bien sûr. Bien sûr que Mais il y non. a des gens qui disent je veux avoir ce poste-là, politiquement. Enfin, il y a plein de gens qui viennent dire je veux devenir conseiller dans un cabinet ministériel. Parfois, la réponse, enfin, je demande directement pourquoi. Si la réponse c'est parce que je veux avoir une ligne sur le CV dans un cabinet ministériel ou autre, pour moi, c'est pas un poste qui permet juste d'enrichir un CV, mais c'est un poste d'intérêt général. Donc c'est important que la réponse soit avec une volonté d'avoir un impact derrière. Mais les gens qui veulent avoir le pouvoir juste, parce que leur finalité c'est d'avoir le pouvoir et de devenir président ou député ou autre, bien sûr, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils existent. Mais par contre, c'est pas au système politique de les écarter, mais c'est à la démocratie. C'est au choix des individus qui va définir qui peut prendre le pouvoir ou pas. Et le choix démocratique se trompe parfois, on le voit. C'est pour ça que dans une démocratie, il y a des échéances tous les 5 7 ans. C'est pour pénaliser celles et ceux qui ne gouvernent pas selon ce qu'ils ont promis au peuple. Hmm. Mais par contre, il faut que le système politique évolue et on le voit partout dans le monde en fait avec le montée du populisme. Ce qui est un risque dès qu'un populiste prend le pouvoir, il risque de ne pas le lâcher. On l'a vu avec les événements du Capitole avec Donald Trump à la fin de son mandat aux États-Unis. On va peut-être le voir avec Meloni en Italie. C'est dangereux de donner le pouvoir. On l'a vu un peu avec Erdogan qui ne lâche plus, mais qui gagne toujours quand même les élections si elles ne sont pas forcément truquées. Donc c'est important de laisser aussi la démocratie fonctionner normalement pour filtrer, pour définir qui veut avoir le pouvoir pour la bonne cause et qui veut avoir le pouvoir juste pour avoir le pouvoir. Mhm. Quand on est jeune, on est idéaliste et on est plein de bonne volonté. Mais on manque parfois d'expérience. Il y a deux livres qui m'ont particulièrement marqué dans ma vie. Le premier s'appelle Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. D'ailleurs, c'est un des livres les plus lus dans les prisons américaines. C'est un livre qui parle purement de pouvoir et c'est pas une lecture orthodoxe catholique. C'est une lecture qui est qui donne un peu parfois la chair de poule dans le mauvais sens, mais qui est assez intéressante parce qu'elle informe énormément sur la nature humaine. Ce livre-là s'inscrit, c'est un livre assez moderne, est similaire au Prince de Niccolò Machiavel. Et donc ces deux ouvrages, d'ailleurs, leur version un peu sur Netflix serait House of Cards, hein. Ouais. C'est la fin justifie les moyens. Un jeune idéaliste qui vient avec ses idées
qui rentre en politique, il est en bas de l'échelle, il fait partie des petites mains. Ne risque-t-il pas d'être utilisé par des personnes qui ont déjà roulé leur boss et qui ont cette compréhension de la nature humaine et qui sont attirées par le pouvoir? Comment former les jeunes à ne pas tomber dans ce panneau et à réellement rester, on reste pas idéaliste, on perd un peu du grain, finalement, on apprend et on sait qu'il faut faire des compromis. Mais comment en fait former des jeunes afin qu'ils gardent cette pulsion et à ce que finalement aussi qu'ils comprennent que trop d'idéalisme est déconnecté un peu de la réalité et que parfois il faut composer avec des personnes qui n'ont pas la même vision ou alors des personnes qui ont une nature humaine qui est un peu sophistiquée et qui peuvent par exemple tomber dans le panneau d'une personne qui peut les utiliser et utiliser leur énergie mais finalement pour leur rien donner en retour. En tout cas, c'est une réalité aujourd'hui, partout dans le monde, je pense, soit en Tunisie, en France. Moi, je le vois, je suis en train d'accompagner quelques partis en ce moment en Allemagne et je le vois pareil, en fait. À chaque échéance électorale, les jeunes, principalement, sont utilisés pour aller tracter, pour aller parler, pour euh, figurer en position inéligible sur des listes électorales, c'est-à-dire à la fin de la liste, en étant sûr qu'ils ne seraient jamais élus. Donc c'est une réalité. C'est une réalité et on le voit souvent avec des jeunes en fait qui s'engagent dans les partis politiques pour vraiment changer les choses parce qu'ils croient vraiment que ce parti-là représente leur idéal en tout cas et qu'il peut servir à quelque chose. Moi je pense que oui, c'est le cas en fait, que l'engagement dans les partis politiques peut changer la donne parce qu'il peut transformer le parti de l'intérieur et que finalement les méthodes politiques vont changer pour ne plus utiliser et pour ne plus profiter d'une façon opportuniste de ces jeunes-là. D'ailleurs, on ne le fait pas qu'avec les jeunes, on le fait aussi avec les femmes en politique, qu'on met sur les listes électorales pour juste faire en sorte passer le message qu'on est dans une démarche égalitaire entre les femmes et les hommes. Mais le fond n'y est pas. Mais le fond n'y est pas, en fait. Et après, quand on met en place un gouvernement, généralement, les femmes, on leur donne presque pratiquement dans le monde sur des postes qui n'ont pas forcément beaucoup d'impact. On met rarement des femmes à l'économie, à l'intérieur ou aux affaires étrangères. Mais en France, on l'a aujourd'hui aux affaires étrangères, mais on n'a pas eu beaucoup de femmes ministres de l'Intérieur, je pense même zéro. On n'a pas eu beaucoup de femmes ministres d'économie en France. On n'a pas eu beaucoup de femmes ministres des Finances ou de la Défense. On a eu une seule femme ministre de la Défense. Donc, pareil, on utilise souvent les minorités, entre guillemets, que ce soit sociales ou sociétales, pour des fins politiques et pour faire de la propagande, et c'est du populisme pur et dur. Par contre, côté formation, ce qu'on fait, principalement, c'est que la formation est basée sur des retours d'expérience réels. Donc, ce n'est pas une formation idéaliste qui définit un modèle un peu bisounours, entre guillemets. On invite des gens qui ont vécu dans des partis politiques pendant 30-40 ans même. On a invité Jean-Christophe Cambadélis, qui est l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, qui fait partie, entre guillemets, des éléphants du Parti socialiste. Donc, il a vécu des coups, il a vécu des baffles, il a vécu de la trahison, il a vécu des campagnes électorales jouées dans les petits coins du parti, comme tous les autres intervenants qu'on a reçus. Sandrine Rousseau, qui a vécu la campagne primaire de présidentielle contre 5 hommes écologistes et qui a perdu finalement, qui nous raconte aussi toute cette expérience-là. On définit, en fait, on décrit la réalité et on essaye, via cette réalité-là, via ces retours d'expérience-là, d'expliquer à des jeunes qui sont super idéalistes, qui arrivent avec beaucoup de valeurs, que c'est pas un écosystème facile. Mais par contre, qu'on peut s'en sortir si on le comprend, si on le maîtrise et si on arrive à, bien sûr, ne pas oublier et ne pas négliger ses valeurs et ses convictions, point de vue idéaliste, mais de savoir faire des concessions aussi et des compromis pour qu'on puisse jouer un rôle. Et finalement, parfois, il faut être pragmatique pour arriver à un poste, pour avoir le pouvoir, et après, radicalement, incarner la valeur qu'on voulait porter dès le début. Et on l'a fait. On prend par exemple le mariage pour tous en France en 2013. Taubira, quand elle est arrivée, c'était son projet phare. Je ne pense pas que le Parti socialiste des années 2000-2005, pour eux, c'était un projet phare en fait de travailler sur le mariage pour tous.
Mais petit à petit, elle a réussi à devenir ministre de la Justice parce qu'elle a fait campagne, elle a soutenu François Hollande, parce qu'elle a incarné quelque chose avec un parti qui était partenaire au PS, qui était le PRG. Et finalement, elle a réussi à passer la plus grande loi sociétale progressiste des dernières années, qui est la loi du mariage pour tous en France. Donc elle a réussi à faire quelque chose de radical, de idéaliste, via le pouvoir qu'elle incarnait. Mais je ne suis pas forcément sûr qu'elle en parlait beaucoup avant. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des lectures que tu conseilles, un livre que tu offres particulièrement aux gens, qui t'a marqué, lié à la politique ou ailleurs? Alors, il y a deux livres, du coup, tu as parlé de Machiavel avec Prince. Et le deuxième, c'est L'archipel français de Fourquet, qui parle de la France d'aujourd'hui. C'est un livre qui parle du multiculturalisme français et comment, depuis les dernières années, les années 70-60, on est arrivé à cette France d'aujourd'hui. Et est-ce que cette France-là tient ou elle tient pas? Et comment on peut la voir dans les années à venir? Donc, je ne vais pas donner les conclusions, mais en fait, c'est un bouquin qui, dans un contexte de division au sein de la nation, au sein de la République, euh, quand il y a beaucoup de questionnements, surtout de personnes immigrées en France, binationaux, c'est un livre à lire, je pense. Il y a pas mal de renseignements à tirer et c'est un livre super Je sympa. me le note, je me le note. Le mot de la fin, si les personnes qui nous écoutent devaient garder un seul mot à l'esprit, une seule idée à l'esprit de cet échange, ça serait quoi? Oser tester l'engagement, oser s'engager, oser s'entourer de personnes qu'on ne connaît pas, oser aller parler avec de nouvelles personnes pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse avoir de l'impact. Et je pense que c'est applicable, que ce soit en entreprise, dans le domaine professionnel, ou que ce soit dans le domaine associatif et politique et de l'engagement citoyen. Il faut oser aller plus loin, il faut oser tester des choses, il faut aller rencontrer des gens, il faut oser s'entourer, et il faut oser surtout sortir de son cercle de confort. On peut avoir des amis, mais c'est pas grave si on sort une fois par mois avec des gens qu'on connaît pas du tout et Clairement, pour découvrir leur parcours, ça peut être super enrichissant et ça peut transformer des vies, des carrières et des chemins d'engagement. clairement. Comment les gens peuvent te suivre, suivre ton travail, suivre le travail de ton cofondateur et suivre Open Politics? Alors directement s'abonner à Open Politics sur Instagram principalement, c'est le réseau principal sur lequel on communique. Mhm. Si les gens qui nous écoutent ont des questions, qui n'hésitent pas à me contacter sur la messagerie d'Instagram, Twitter, LinkedIn ou Facebook, je suis accessible. Et surtout, n'hésitez pas à candidater sur Open Politics pour tester cet engagement-là, pour peut-être se former déjà, avoir des moyens pendant 8 semaines et rencontrer de nouvelles personnes qui viennent de la France entière. Jasser Jbabli, ça a été un vrai plaisir de t'avoir à Jugurtha Talks. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.